La claque. Podcast. Parti. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue pour cette table ronde. Le sujet du jour est donc écrire pour être écouté. Cette table ronde réunit Roxane David, libraire à Marseille d'une librairie qui s'appelle La Pharmakia, et aussi Émilie Echaroub, journaliste chez Ouzbek Erika. Écrire pour être écouté. Donc c'est le sujet qui m'a été proposé d'aborder pour ce festival. Sujet que j'ai trouvé de suite très intéressant parce qu'il part du postulat que être entendu ne va pas de soi. La parole est partout mais l'écoute devient rare, fragmentée et parfois superficielle. Comment faire porter sa voix, la faire perdurer, et aussi qui a accès à ce pouvoir. Être écouté, c'est être reconnu dans son humanité. Être écouté, c'est aussi transmettre. Ce sont des enjeux essentiels et très ancrés dans notre actualité. Et puisque nous sommes sur ce plateau du festival La Claque, qui met la lumière sur le monde du podcast, nous allons nous interroger tous ensemble autour de la place de l'écrit et de l'oralité dans ces enjeux de transmission. Les trois grandes pistes de réflexion qui vont nous guider pendant cette soirée, la première, c'est dans un contexte où la frontière entre l'écrit et l'oral s'efface peu à peu, est-ce que l'un remplace l'autre ou bien sommes-nous en train d'inventer une nouvelle forme d'hybridité ? Ensuite, comment l'écrit et l'oral peuvent ou non réduire les inégalités d'accès à une présence dans le débat public. Ensuite, nous terminerons avec les enjeux contemporains de la transmission de nos savoirs et vécus au-delà du médium. Cette table ronde a pour but d'être une invitation à penser notre manière d'écouter, d'être écouté, de transmettre et peut-être aussi de résister. Nous terminerons avec une session questions-réponses de 10 minutes environ, donc n'hésitez pas à vous noter des questions, nous serons très très heureuses d'y répondre. Quant à moi, je suis animatrice et co-créatrice de l'émission Parole d'écriture et je suis vraiment ravie d'avoir été invitée ce soir. Je laisse la parole maintenant à nos deux invités sur le premier point, lis-moi à défaut d'entendre, la tension entre l'écrit et l'oralité. Roxane, peut-être tu veux commencer ? Oui, je peux commencer si tu veux. Donc moi, je suis libraire, donc je suis plutôt a priori du côté de l'écriture. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que en librairie, depuis que je suis pas libraire depuis 25 ans, mais depuis une dizaine d'années, et j'ai de plus en plus de gens qui viennent en librairie pour me proposer leurs textes, pour me dire qu'ils sont auteurs, et c'est quelque chose au tout début qui était beaucoup plus rare. Et ça va effectivement avec certaines statistiques, puisque depuis 30 ans, on a une augmentation du nombre de nouveautés qui a triplé. Alors on sait que la librairie va pas très très bien en France, mais c'est paradoxal parce que y a ce rapport à l'écriture qui est pour moi très ancré dans notre société, qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter pour autant. Voilà. Ouais, ce qui est intéressant par rapport à l'écriture, nous on a écrit un dossier dans le magazine de Futur qui est paru en début d'année, qui s'appelle « L'écriture va disparaître et alors ?» C'est un poil provocateur pour des journalistes de presse, j'en conviens. Et ce qu'on a remarqué, en fait, c'est un ensemble de signaux faibles qui montrent qu'on écrit de moins en moins, qu'on lit de moins en moins, qu'on parle de plus en plus. Ça commence dès l'école. Je ne sais pas si tu le savais, mais la Finlande a arrêté d'enseigner l'écriture cursive, donc l'écriture à la main, en 2016. Pareil aux États-Unis, à partir de 2010, c'était plus obligatoire d'enseigner en tout cas l'écriture à la main, à l'école. Et donc il y a plein d'États qui ont abandonné tout simplement l'apprentissage de l'écriture cursive aux plus jeunes et fait encore plus étonnant. Quelques années plus tard, il y en a plusieurs qui l'ont réintégré dans leur cursus scolaire parce qu'ils se sont rendus compte que c'était tout simplement essentiel pour apprendre. Et cette mutation-là, donc de l'abandon peu à peu de l'écrit au profit de l'oral, on le voit sur plein d'autres chiffres qu'on compile dans ce dossier-là. Par exemple, 78% des Français disent écrire moins à la main aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Le nombre de stylos plumes, ça peut paraître anecdotique, mais le nombre de stylos plumes vendus a été divisé par 2 au cours de la dernière décennie. Les lettres manuscrites, elles ne représentent plus que 4% de l'activité postale en France. Et à l'inverse, l'audio gagne de plus en plus de terrain. L'écoute de livres audio, par exemple, chez les jeunes, donc entre les 7 et 19 ans, elle a doublé depuis 2016 pour atteindre 42%. Fait encore plus important, sur WhatsApp, plus de 7 milliards de messages vocaux sont transmis chaque jour. Donc je ne sais pas si dans l'assistance, il y en a qui ont déjà envoyé des messages vocaux
Il y en a parfois en 10 minutes, on vous voit, c'est un peu long. Mais en tout cas, tout ça pour dire que l'oral prend une place de plus en plus prépondérante dans la société et que c'est un phénomène structurant qui pourrait l'être encore plus pour le futur. Et il y a notamment un chercheur états-unien qui est journaliste, qui s'appelle Jeff Jarvis, qui nous explique que la parenthèse Gutenberg est arrivée à son terme. Autrement dit, on va bientôt arrêter d'écrire pour communiquer. Et il y a une philologue italienne, Silvia Ferrara, qu'on a aussi interviewée, qui dit « Oui, on va peut-être arrêter d'écrire un jour pour communiquer, mais il ne faut pas non plus s'en inquiéter. C'est pas parce qu'on taxe souvent les jeunes de ne plus parler, de ne plus lire, de ne plus écrire et de parler que par message vocal qu'il faut absolument s'en indigner. En fait, la communication, on l'a dans l'humanité depuis 200 000 ans. L'écriture, c'est 6 000 ans. Donc, on a su communiquer bien avant l'arrivée de l'écriture et on en trouvera d'autres manières dans le futur. Prenons par exemple la langue des signes. Il existe 300 langues des signes dans le monde qui ont toutes leurs subtilités et leurs nuances. Donc, l'écriture et l'oral sont un peu en compétition d'un certain point de vue, mais il faut aussi voir que demain, il y aura peut-être un modèle peut-être plus hybride pour se faire entendre justement, et c'est le sujet de notre table ronde aujourd'hui. Mais est-ce que ça mérite pas de définir l'écriture, parce que tu parles de l'écriture cursive. Moi, je vends pas des livres écrits à la main. Et je pense que, par exemple, ce qu'on est en train de faire là, tout de suite, c'est pas de l'oralité. C'est de l'écriture, parce qu'il y a une écriture numérique et que vraiment l'oralité, ça pose des questions. En fait, il y a eu des sociétés qui étaient basées sur l'oralité. Et les sociétés basées sur l'écriture, c'est aussi l'externalisation d'une mémoire. Pour moi, c'est central, parce que si on commence à parler d'oralité, alors qu'en fait, on parle d'audiovisuel, enfin d'audio, et qu'il y a des serveurs, il y a des disques durs qui enregistrent tout, en fait, on n'est pas vraiment dans l'oralité. Enfin, je pense qu'il faut peut-être un petit peu nuancer. Moi, je suis une grande amatrice de livres audio. Je fais partie des nouveaux libraires qui en écoutent énormément. Et j'appelle de mes vœux que peut-être on dépasse cette opposition entre un livre qui soit uniquement écrit, où il y a une sorte de légitimité, domination de cette écriture intellectuelle, machin truc. Mais bon, voilà. Totalement d'accord avec toi, et peut-être un point que je trouve intéressant sur le fait qu'il n'y a pas forcément de compétition en tant que telle entre l'oral et l'écrit, les deux se nourrissent. Il y a un terme que je trouve passionnant qui s'appelle l'écriture secondaire. L'écriture secondaire, elle est particulièrement utilisée par exemple par les journalistes radio, les chroniqueurs-chroniqueuses, c'est-à-dire que avant de faire sa chronique, on va tout écrire à la main comme ce qu'on va dire après à l'oral. Par exemple, moi quand je produis un podcast, j'écris le script et j'écris même les interjections que je vais dire à l'oral, les ha, les rires, etc. Et ça, on appelle ça l'écriture secondaire. Et Jeff Jarvis, lui, dit qu'il y aura une écriture tertiaire dans le futur, à voir laquelle elle sera, on pourra en discuter après au moment des questions-réponses. Mais il n'y a pas forcément, en effet, ce combat qu'on a trop envie de projeter sur oral vs écrit. Ça peut aussi être une hybridité entre les deux. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est justement de se dire qu'au-delà du médium, ce qui peut être intéressant, c'est le but d'être entendu. Donc, est-ce qu'il y a ce besoin effectivement d'être entendu ? Pourquoi ? Et aussi, est-ce que le fait d'être entendu n'est pas aussi une certaine forme de pouvoir, en tout cas d'être mis sur une sorte de piédestal ? Et comment on peut peut-être, justement, c'est le sujet de cette deuxième partie, repenser cette prise de pouvoir, justement, et cette place dans l'espace public ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Après, c'est sûr que historiquement, l'écriture, c'était un moyen de se faire connaître. C'est un moyen d'être légitimé. Le travail éditorial, ça contribue à faire connaître un certain type de personnes, et on sait que c'est lié à un certain patrimoine culturel, historique, à un agenda, à des contacts. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec le numérique, ça tend un petit peu à se fondre, à disparaître, parce qu'on a de plus en plus de gens qui ont accès à l'édition par eux-mêmes. Ça a aussi contribué au fait qu'on a de plus en plus d'écrivains. Je pense qu'il y a, je ne sais plus, 15 ou 20% des gens édités en France qui sont auto-édités. Est-ce que, du coup, ça contribue à délégitimer, puisqu'on passe par un autre circuit, peut-être un peu moins hiérarchique, conventionnel, ou est-ce que c'est toujours la même chose ? Parce qu'en librairie, un livre qui est auto-édité,
On va pas le travailler de la même façon. Nous, on va avoir aussi plus... c'est pas le circuit traditionnel, en fait. Donc, forcément, c'est un peu différent la façon dont on va travailler. Enfin, je sais pas, c'est des pistes. Totalement d'accord avec toi. Et ce que je trouve intéressant sur ce que tu nous disais, Anna, le fait d'être entendu, peut-être de se servir de l'écrit comme un outil de dialogue sociétal, c'est la même chose pour l'oral. Pour le dossier de Futur, notre magazine dont je parlais en introduction, qui s'appelle donc L'écriture va disparaître et alors, j'ai écrit une enquête sur à quoi ressemble une école de l'oralité. Donc c'est prospectif, c'est aussi en partie donc fictionnel parce que ce n'est pas encore arrivé. Et on imagine à quoi ressemblerait donc une école où on fait plus de place à l'oral. Et ce que je trouvais hyper intéressant parmi tout ce qu'on a abordé, c'est que selon certains chercheurs et chercheuses que j'ai interviewés, selon eux, donner une plus grande place à l'oral permettrait quelque part de gommer un certain nombre d'inégalités. Aujourd'hui, dans l'école en France, on écrit beaucoup et on efface nos individualités, notre manière de nous exprimer, etc. Sur un moule général auquel il faut s'accorder, qui passe par l'écrit. Et l'oral, quand on l'aborde, même le grand oral qui a été intégré il n'y a pas longtemps, c'est argumentaire ou rhétorique. En fait, il n'y a pas vraiment de place à l'expression. Et donc ça, c'est au bon vouloir des parents, on va dire, de permettre à leurs enfants de cultiver le débat, etc. Et donc Cyril Delay, qui est un professeur d'art oratoire à Sciences Po, me disait que c'est hyper important de remettre de la place, en tout cas réinvestir l'oralité à l'école pour permettre aux enfants qui sont en train de grandir d'avoir des outils plus tard, d'avoir confiance en eux, de moins être stressés en société, de devenir aussi des bons citoyens. Et le paradoxe, c'est ce qu'il me disait, c'est que c'est assez simple d'apprendre l'oralité. Il suffit de quelques cours dès la maternelle pour poser sa voix, bien structurer son corps, s'ancrer, etc. Et je vais vous citer une de ces citations pour le coup. Il me disait « Le manque d'oral crée bien des angoisses et des souffrances inutiles, gèle les talents sur place et bloque des évolutions professionnelles. Il bride l'expression citoyenne de façon d'autant plus dommageable que les plus vulnérables en sont les premières victimes. » Autrement dit, en mettant plus d'oral à l'école, et donc d'une certaine manière aussi dans nos sociétés, parce que c'est par là que ça commence, on donne peut-être aussi plus d'outils aux gens de se faire entendre dans la société. Et ça, il faut le voir comme un outil de partage et pas comme un outil de compétition, parce qu'il y a de l'oralité quelquefois à l'école et dans les universités, mais c'est par le biais des joutes oratoires, vous savez, ces grands débats, etc. Sauf que souvent, c'est le biais de la compétition qui reproduit aussi un entre-soi très bourgeois, parce que tout le monde n'y a pas accès non plus. Alors que là où l'oral est le plus bénéficiable aux élèves, c'est dans le partage, dans la communauté. Donc il y a un vrai enjeu d'oralité qui doit être intégré de la bonne manière dans nos sociétés, et ce dès l'école. Pour se faire entendre, donc. Merci. Lors de la préparation de cette table ronde, Roxane, tu as mentionné l'importance d'un enjeu capital, c'est donc l'importance de garder nos voix, et selon moi, d'autant plus dans notre société qui voit aussi la montée de certains types de régimes, d'effacement de données, réécriture de l'histoire, etc., notamment aussi de falsification. Il y a une citation de Louis Lavelle, un philosophe que j'aime beaucoup, dans son livre La parole et l'écriture, qui dit « La corruption de la parole et de l'écriture est la marque de toutes les autres corruptions ». Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est notre dernier point de cette table ronde. Que pensez-vous de ce sujet ? En fait, moi, je pense qu'à partir du moment où on utilise un médium, que ça soit l'écrit, que ça soit l'audio, en fait, on donne notre pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment, on décide que notre mémoire, elle est plus corporelle et intégrée à nous. C'est ça qui fait la différence, la distinction avec les sociétés basées sur l'oralité, c'est qu'on avait une sélection de ce qui devait être transmis. Il y avait peu de choses. Et ça se transmettait pendant des siècles et des siècles, des générations. Avec l'écriture, on a décidé de donner notre pouvoir, notre mémoire à autre chose. Aujourd'hui, ça pose la question de la qualité du papier. On sait aujourd'hui que les livres qu'on écrit dans 50 ans, ils ne ressemblent plus à rien, alors que les ouvrages qu'on avait du XIVe siècle, c'est plus du tout, sont d'une autre qualité. Et avec l'audio, ça pose exactement la même question, puisque ce sont des plateformes qui peuvent être corrompues du jour au lendemain, en fait. Donc notre mémoire, elle se situe où ? À mon sens, c'est pour ça que c'est hyper important de penser le rapport au corps. Tu disais la disparition de l'écriture cursive. En fait, quand on écrit à la main, les choses, elles s'enregistrent totalement différemment à l'intérieur de nous. De quand on utilise son smartphone, on sait que quand on lit sur un livre papier,
c'est pas la même intégration, c'est une meilleure intégration que le livre numérique. C'est pas pour défendre l'écriture, c'est pour défendre le corps. Et c'est la même chose pour le rapport à l'audio, à l'oral. De penser la mémoire. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Juste pour compléter, c'est vrai que donc, on a interviewé un neurologue qui le disait, en fait, juste le fait d'écrire, ça permet d'intégrer différemment les mots. Tu as une autre partie de ton cerveau qui se développe à ce moment-là. Et donc, pas forcément pour dire il faut à tout prix garder l'écriture cursive, mais pour dire que ça a quand même une importance que d'engager le corps dans ce processus de mémoire et dans notre rapport à l'écriture. Et pour revenir à la question de la corruption que tu soulevais, Anna, je trouve que ce qui est intéressant dans notre rapport à l'écrit et à l'oralité, c'est que l'oralité ne va pas résoudre tous nos problèmes de propagande. On le voit bien avec l'arrivée, maintenant plus l'arrivée, mais elle est là, l'intelligence artificielle et les deepfakes audio. Il n'y a pas que les deepfakes vidéo qui pullulent sur les réseaux sociaux. Et vous l'avez sans doute vu, je crois que c'était l'année dernière ou encore celle d'avant, il y a Steve Kramer qui était le consultant pour la campagne présidentielle d'un rival de Joe Biden, qui a utilisé l'intelligence artificielle pour reproduire la voix de l'ancien président américain dans un appel téléphonique automatique qui avait été envoyé à des milliers d'électeurs. Donc on voit bien l'impact politique déjà que ça peut avoir, et outre, ça peut être utilisé pour scammer des personnes âgées au téléphone, etc., etc. Donc en fait, il y a quand même un enjeu avec l'oralité qui est la même qu'à l'écrit, c'est-à-dire la falsification, la corruption, la propagande. Et donc, l'oralité et écrit, c'est un peu même combat sur ces sujets-là, et il faudra toujours qu'on soit alerte à la manière dont on les utilise et les implémente, peut-être aussi les encadrer, pour justement se faire entendre et ne pas avoir des voix falsifiées. Effectivement, vous parliez du fait d'écrire avec le corps, à la main, etc. Ça montre quand même que écrire, transmettre son vécu, c'est vraiment quelque chose de complet, vraiment d'organique. C'est pas du tout quelque chose d'anodin. D'où l'importance de ce sujet-là et de cette table ronde, en tout cas en termes d'enjeux. Merci beaucoup pour vos réflexions. Je voulais conclure sur ceci, à l'heure où l'écoute devient fragmentée et donc où entendre et se faire entendre reste vraiment un enjeu majeur. Cette table ronde avait pour but aussi de mettre en avant le fait que la problématique de fond n'est peut-être pas une opposition des médiums, mais vraiment notre implication dans ce processus-là, son importance, les dangers aussi, les points d'alerte. Donc, comme tu en parlais, face à la suppression massive de données de certaines administrations, on constate des tentatives de réécriture de l'histoire, d'invisibilisation de certaines voix, etc. Il est vraiment important de se rappeler que la transmission n'est jamais neutre et qu'il est essentiel aussi de penser ou repenser notre rapport à ce passage de savoir et aussi notre rôle en tant que citoyen, et de veiller à être aussi disponible pour cette écoute et cette transmission, et peut-être aussi que la solidarité face aux inégalités de parole et de transmission est aussi un point très important. Oui, Roxane, je t'en prie. Tu as dit un mot hyper important, c'est le mot disponible. Je pense que ce soit quand on lit un livre, en fait, on est présent à ce qu'on fait, au temps qu'on passe. On essaye d'être dans un moment presque d'ennui et très focalisé. Pour moi, le danger avec l'audio, c'est qu'on est souvent sur un smartphone où il y a 1000 choses qui se passent. Et du coup, il faut réapprendre à se donner du temps, parce qu'en fait, il n'y a pas d'intégration. La mémoire, elle ne fonctionne pas sans disponibilité. S'il y a 1000 tâches, c'est comme un ordinateur, ça finit par bugger. Il y a 1000 tâches qui sont ouvertes, ça finit par cracher. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Non, merci beaucoup pour ton interaction. Merci Émilie, merci Roxane pour votre intervention. Pour aller plus loin, peut-être que nous avons des supports à vous proposer pour accompagner cette réflexion. Est-ce que vous avez des supports à proposer ? Ouais, j'en ai 3, donc je vais essayer de faire vite pour pas trop abuser. Sur la thématique de l'oralité, de l'écriture, des mutations qui nous attendent pour demain, il y a forcément de la science-fiction qui peut nous être utile pour penser ces transformations-là. Donc il y a Les Dépossédés d'Ursula K. Le Guin, la grande autrice de science-fiction qui est parue en 1974. Pour vous le résumer rapidement, on rencontre un peu deux civilisations opposées. D'un côté, il y a Uras qui renferme une ère capitaliste et une zone soumise à un totalitarisme prolétarien qui encourage la possession des livres. Et de l'autre, il y a Anares, peuplée par d'anciens révolutionnaires anarcho-syndicalistes qui considèrent les textes avec méfiance. Donc d'un côté, des pro-oraux et de l'autre côté, des pro-écrits, pour les résumer comme ça.
Donc je vous conseille sa lecture. Il y a forcément Fahrenheit 451, le roman d'anticipation dystopique de Ray Bradbury, paru en 1953, qui présente une société américaine future où on interdit les livres. Il y a des pompiers qui sont chargés de les brûler, de les retrouver puis de les brûler. Pareil, très d'actualité vu ce qui se passe aux États-Unis et la chasse qui est organisée face à des livres jugés woke. Et enfin, peut-être un podcast, puisqu'on est à un festival de podcasts qui s'appelle La Fabrique, une émission animée par Walid Ajar Rachedi, qui est écrivain, directeur de publication de Friction et auteur aussi dans ce cadre-là. Il donne la parole à toutes les personnes qui aiment écrire et qui la pratiquent. Et je trouve que c'est le plus important, c'est de donner la voix aux personnes qui sont concernées. Donc il y a des podcasteurs, podcasteuses, écrivains, écrivaines, cinéastes, etc. Donc je vous en conseille la découverte. Ouais, je voulais juste parler du fait qu'à la librairie, on propose justement ces moments, des moments un petit peu particuliers où on travaille ces intégrations de textes au travers de ce que j'appelle des méditations littéraires. J'essaye de faire du lien entre ce qu'on apprend dans le yoga, qui est justement cette disponibilité, cette focalisation, avec la littérature, de redescendre, d'être vraiment dans l'instant, de redescendre dans le corps pour écouter un texte et se donner justement l'occasion de l'intégrer, peut-être pour toujours, je sais pas, en tout cas, qui est vraiment une mémoire du corps. Voilà. Merci beaucoup. Donc comme je disais, merci beaucoup au festival La Claque pour nous avoir invités, pour l'organisation. Et je vous invite bien sûr à aller découvrir toutes les autres tables rondes, les autres podcasts concernés par le festival. Et je vous souhaite une très bonne disponibilité pour une écoute et une transmission. Et peut-être à très bientôt. Merci beaucoup. Et encore une fois, vous pourrez réécouter la table ronde si vous voulez la écouter à nouveau de manière calme. N'hésitez pas. Très bonne soirée à vous et merci encore au Festival La Claque. Merci Anna. Merci Anna. La Claque. Podcast. Parti.